Google, on le sait, c'est une boîte noire. C'est un algorithme qui a pour objectif de classer des pages par rapport à une requête d'un utilisateur. Comment il le fait? On ne le sait pas exactement. Il y a des éléments qui fuitent. Il y a des algorithmes qu'il brevette. Il y a des algorithmes dont il partage l'existence ou le détail. On a quelques pistes avec les Google Leaks, avec le procès avec le département de la justice américaine. On sait des choses, on teste des choses, on voit comment les éléments réagissent. Mais ce que j'ai envie de te partager aujourd'hui, c'est justement une des briques qui existe depuis 2015 dans leur algorithme, qui s'appelle le RankBrain, qui est une des parts toujours active et au cœur de l'algorithme de Google, qui fonctionne un petit peu différemment et qui est super intéressante, et qui a changé de façon dramatique, ou en tout cas du tout au tout, la façon dont Google traite les recherches, et qui a un impact direct sur notre façon de faire du SEO, et donc c'est une bonne façon d'avoir conscience des mécaniques à l'intérieur de cette boîte noire pour être capable de savoir comment tu peux améliorer justement ta façon de faire du SEO pour mieux te positionner maintenant et de façon durable. Si tu me découvres avec cette vidéo, je m'appelle Amaury Duval, je suis passionné de SEO, j'ai créé plusieurs outils qui t'aident à améliorer justement ton SEO en créant le meilleur contenu. Si tu veux développer ton SEO, abonne-toi à cette chaîne, ça me soutient et clairement ça te permet d'avoir des contenus comme celui-ci ou des interviews d'experts pour avoir les bonnes pratiques pour décupler les résultats que tu vas avoir en SEO. Donc abonne-toi et je t'explique tout sur RankBrain. Alors RankBrain, c'est un algorithme lancé par Google, qui est un algorithme d'intelligence artificielle ou de machine learning, qui est le terme qui a été utilisé avant la hype actuelle de l'IA, qui a été lancé en 2015. Donc c'est quand même largement avant la hype IA du moment, et qui sert à mieux comprendre les requêtes pour améliorer les résultats dans les propositions par Google. Pourquoi c'est apparu? Concrètement, avant RankBrain, tout était codé à la main. Donc c'était un algorithme en disant s'il se passe ça, alors fais ça, voici les poids qui vont être les différents facteurs pour le positionnement. Et du coup, avant cette mise à jour, Google avait du mal à traiter les requêtes qu'il n'avait jamais vues, qui fait quand même à peu près, d'après les chiffres que j'ai trouvés, 15% des requêtes quotidiennes, c'est des nouvelles requêtes. Donc il y a des choses que les gens ont déjà cherchées, mais il y en a une partie, c'est des longues traînes, des variantes que Google n'a jamais vues, ou des choses qui apparaissent. Ce qui change vraiment, c'est que RankBrain va apprendre des utilisateurs et utiliser ces informations-là pour ajuster les résultats. Et donc c'est d'autant plus intéressant, à la fois pour aller traiter des nouvelles requêtes, et pour savoir s'ajuster par rapport à des interactions utilisateurs. Et comment ça fonctionne derrière tout ça pour RankBrain? L'objectif, c'est de comprendre les requêtes. Avant RankBrain, Google faisait globalement un matching entre ces requêtes, donc correspondre des requêtes entre elles. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de requêtes complexes ou des requêtes inédites qui sont découvertes par les utilisateurs qui sont tapés sur des choses que Google ne connaît pas. Et du coup, l'objectif de RankBrain, c'est de transformer ces requêtes en concepts et trouver des équivalences pour représenter en fait un peu comme on le ferait dans notre cerveau un concept pour un ensemble de mots, ou plusieurs ensembles de mots. Par exemple, une console grise de Sony va avoir le concept de PlayStation et utiliser des modèles de relations simples comme Paris égale capitale de la France. Ça va nous permettre du coup de synthétiser des éléments et de pouvoir faire des corrélations et des correspondances entre différentes recherches ou différents concepts, différentes idées que l'utilisateur peut avoir. Plutôt que d'imposer ces résultats, il va pas choisir arbitrairement un résultat, mais il va faire des tests et regarder comment l'utilisateur va interagir avec ça. Bon, j'ai fait une vidéo sur le sujet de NavBoost, qui est aussi un des sujets justement avec les interactions utilisateurs, qui est le sujet du moment, mais ça se base en fait sur les mêmes principes que RankBrain. Il va regarder les interactions utilisateurs sur le moteur, le CTR, le dwell time, qui est le temps passé sur la page, le pogo sticking, le bounce rate, donc est-ce qu'on reste sur la plage, est-ce qu'on revient en arrière et est-ce qu'on passe sur le résultat suivant par exemple. Bref, comment les utilisateurs interagissent avec la page, parce que si je montre un résultat mais que ça ne correspond pas à ce que l'utilisateur cherche, il va me le dire sans écrire un message de haine au service de support de Google, mais juste en cliquant sur le bouton retour en arrière et en allant ailleurs, ou alors si le site ne fonctionne pas, en faisant ce qu'on appelle des rage clicks, qui va être plein de clics sur un bouton avant de revenir en arrière ou de quitter la page. Et ça va me donner énormément d'informations. Et donc pour Google, ça lui permet d'ajuster ses résultats de recherche par justement ces cohortes, cette foule de gens qui font leurs recherches et qui permettent de dire ce résultat est bon, mais peut-être que celui-là est meilleur, ou alors ce résultat est complètement nul et donc il faut le virer. Et donc à partir de ces signaux, il va ajuster son classement, des pages qui sont aimées vont monter, et des pages qui sont ignorées ou détestées
vont plutôt avoir tendance à baisser et donc faire évoluer au fil du temps, en fonction des interactions avec l'utilisateur, le positionnement. Et peut-être que ces éléments-là vont être temporaires. Une page qui est down va donc être pas aimée par l'utilisateur et donc potentiellement baisser, et quand elle revient up, va remonter. Et donc ça colle bien dans ce qu'on peut voir dans ces éléments-là, par exemple dans ces exemples de ces réalités-là, par rapport à l'explication du fonctionnement de cet algorithme. Et ce que ça change pour l'utilisateur, c'est concrètement, le keyword stuffing, ça a plus marché. Si ça correspond pas à ce que l'utilisateur cherche, ça va être pénalisé. Les pages ultra optimisées pour un mot-clé ultra longue traîne, ça va être compliqué aussi, parce que si Google arrive à faire des liens entre cette requête très longue traîne et des pages assez pertinentes avec de la puissance, eh ben elle pourrait passer au-delà de cette page qui est optimisée sur de la très très longue traîne. Donc attention à ça. Mais ce qu'il faut faire au contraire, c'est bien travailler tes intentions de recherche. On n'est pas en train de juste de dire les 4 intentions informationnelles, commerciales, qui sont bien pour agréger, et j'ai fait une vidéo dédiée à l'intention de recherche si tu veux sur la chaîne, mais plutôt aller regarder en détail quels sont les objectifs et les questions que l'utilisateur a. Serpentix est clairement la solution qui va le plus loin sur le sujet et qui va t'aider à répondre parfaitement aux intentions pour ton contenu. Donc si tu l'as pas testé, tu peux le faire gratuitement chaque mois avec un contenu, et en doublant les contenus gratuits avec le lien qui est juste en dessous pour le premier mois. Donc teste-le si tu l'as pas testé encore, et pense à optimiser ton contenu si tu es déjà inscrit. Et au-delà de l'optimisation pour les intentions de recherche, il faut optimiser pour des concepts plutôt qu'un mot-clé isolé en particulier. L'idée, ça va être, justement, c'est là où l'insémantique prend tout son sens, c'est en ayant cette champ sémantique global, ça permet d'optimiser pour le concept et son environnement, et non pas juste faire du keyword stuffing avec ton mot-clé ciblé. Ça marche pas. Il faut que tu aies ta sémantique qui lui permet de comprendre justement que quand tu parles d'avocat, est-ce que tu parles du fruit ou est-ce que tu parles du métier? Et c'est justement avec cette sémantique, et donc un outil d'optimisation sémantique, c'est impossible de faire autrement. Donc ça te permet de faire ça justement de façon très très efficace. Et du coup, tu dois créer des contenus complets qui traitent le sujet de façon précise et complète, avec une vraie profondeur dans ce que tu vas dire, une vraie utilité, et non pas juste du contenu superficiel qui met les 3 mots-clés mais qui n'apporte absolument rien à l'utilisateur. Les retours de l'utilisateur sont importants. Et du coup, comment t'optimises avec cet élément en tête? Ça fait un moment que ça existe, mais c'est toujours bien d'avoir ces bonnes pratiques en tête. Optimiser tes titres, tes descriptions pour le CTR. Google les prend pas toujours en compte, il prend plus en compte le titre que la description. Il peut prendre des libertés. S'il choisit celle que tu as décidée, travailler justement ça. Tu peux avoir des suggestions basées sur ce qui fonctionne chez tes concurrents bien positionnés avec Serpentix, mais l'idée c'est un titre émotionnel, attractif, avec des chiffres potentiellement, des parenthèses, enfin en fait quelque chose qui va sortir du lot et qui va te donner envie de cliquer. Je fais une vidéo sur le CTR, donc comment tu augmentes les clics sur la SERP, sur les moteurs de recherche, sur les résultats, parce que ok c'est chouette d'être positionné, mais si personne clique sur ton résultat, avec ce qu'on voit là, en fait tu vas avoir tendance à perdre des positions, donc tu veux que les gens te choisissent plutôt que peut-être le résultat qui est juste devant toi, parce qu'il sera moins séduisant, moins sexy pour le clic. Du coup, tu veux que ta description, pareil, elle donne envie, elle fasse une promesse que tu vas tenir dans ton article, mais qui explique que tu es le résultat parfait pour ton lecteur. Ton contenu, tu veux le rendre engageant, tu veux faire une intro qui est courte, qui est impactante, bien optimisée, avec le bon champ sémantique aussi pareil, tu peux l'optimiser, voir à tout moment de ton contenu où t'en es sur ton score, est-ce que ton début est moins optimisé que tes concurrents. Ça, tu peux le voir avec un graphique extrêmement complet de l'avancement de ton sémantique justement à tout moment dans ton article et sur tes titres. Tu veux répondre efficacement à l'intention, à l'objectif qu'a l'utilisateur. Donc, pas faire durer avant de lui proposer le résultat qu'il veut, avec la bonne longueur qui permet de couvrir le sujet. Ça, tu l'as aussi dans les recommandations ici, avec la longueur qui est recommandée. Et bien structurer ton article avec les bons nombres de titres, des paragraphes, des listes, des tableaux, des vidéos. Bref, un contenu qui est riche et qui répond à ce que veut l'utilisateur, pas juste du mot au kilo. Tu veux penser l'UX, tu veux essayer de réduire le taux de rebond, augmenter le temps passé sur la page, ce qu'on appelle le dwell time. Tu veux des pages faciles à lire, qui répondent à ce que cherche l'utilisateur, qui lui permettent d'aller plus loin avec des liens internes par exemple, qui permettent d'avoir des résultats enrichis. Peut-être que un outil pourrait enrichir ton expérience. Il y a quelques requêtes qui nécessitent des outils, mais peut-être que tu peux proposer un questionnaire, peut-être que tu peux aller un petit peu plus loin, qui justement améliore l'expérience utilisateur. Et donc, vu que c'est important dans les résultats de recherche et dans le positionnement, aller impacter positivement l'expérience que l'utilisateur a sur ta page, et donc ton positionnement SEO aussi. Et il faut que le contenu au-dessus de ta ligne de flottaison, ce qu'on appelle le hero space ou le above the fold, bref, la partie que tu vois avant de descendre, donc qui est quand elle est affichée sur le résultat, sur la page du navigateur, et tu veux qu'il y ait déjà des informations là, potentiellement tes CTA, la promesse, enfin ces éléments forts, tu veux qu'ils soient facilement visibles
et rapidement aussi en temps de chargement pour justement éviter que l'utilisateur se dise ok je suis pas au bon endroit et qu'il revienne en arrière et qu'il te fasse un pogo sticking qui est plutôt néfaste. Tu veux essayer d'aller cibler tes mots-clés medium tail, pas trop de long tail parce qu'il est capable de comprendre les variantes et donc potentiellement positionner un article ou un contenu d'un site qui a plus d'autorité que le tien. Pas forcément du mot-clé trop simple non plus, parce que si ton site n'a pas l'autorité pour, tu vas avoir énormément de mal d'aller dessus, mais cet entre-deux qui va être un bon milieu pour aller traiter le concept, montrer à Google que tu as cette couverture thématique qui est importante, et du coup, aller réussir à avoir du trafic pour pouvoir monter en autorité et progressivement aller chercher du mot-clé peut-être plus concurrentiel. Et tu veux évidemment avoir un champ sémantique large, ce qu'on appelle les LSI. Tu veux traiter ta thématique sur le sujet de ton contenu que tu es en train d'écrire pour aider à RankBrain à comprendre le contexte. Comme on le disait tout à l'heure, si je parle d'avocat, tu vas vouloir parler de robe, tu vas parler de tribunal, tu vas parler de loi. Et là, ça te permet justement d'avoir tous ces éléments-là. Et c'est pour ça qu'un outil d'optimisation sémantique, c'est super important, parce que tu vas avoir tous ces éléments-là qui sont représentés ici. Les mots-clés importants, les mots-clés qui sont rares et qui sont donc extrêmement différenciants. Bref, tu veux avoir ce champ sémantique qui montre à Google que ton article est super pertinent. Et concrètement, RankBrain ou ses successeurs, que ce soit Mum, Hummingbird, Navboost, permettent de rendre Google extrêmement intelligent. Et c'est pas juste mettre des mots-clés, c'est vraiment lui faire comprendre cet univers-là sémantique et surtout répondre à ce que l'utilisateur cherche. Être en collaboration avec Google, je le dis souvent dans ma vidéo, mais ton boulot, c'est de permettre à Google de mettre le contenu le plus optimal quand le lecteur va faire sa recherche. Ou alors maintenant avec les IA. Tu veux être le plus pertinent pour leur recherche, pour le contenu qu'ils attendent. Et donc dans ce cas-là, il ne s'agit pas juste de faire du keyword stuffing, tu vas vouloir aller travailler l'intention, tu vas vouloir avoir du contenu de qualité, une expérience utilisateur au top, et bref, couvrir toute la thématique de ton sujet. Et ce que tu peux faire, c'est faire un audit de ton site, regarder si tu as des pages qui ne se positionnent pas bien. Tu as plein de vidéos sur la chaîne qui t'expliqueront justement comment faire pour auditer ton site, voir les pages qui sont peut-être en chute, des contenus qui ne sont pas aimés, avec notamment l'analyse de ton site sur une de pages. Tu vas pouvoir trouver ces pages-là et soit les retravailler, soit les ajuster, ou les fusionner, ou les supprimer. Et ça te permettra de mieux avoir un site avec plus de performance et créer des contenus ensuite de meilleure qualité qui permettront de parfaitement répondre à l'utilisateur et donc de jouer le jeu d'un RankBrain et de tes successeurs algorithmiques pour te positionner comme il faut sur les résultats de recherche. Pour créer le contenu optimal, je te l'ai dit, Searchmantic, c'est l'outil qu'il te faut. Tu peux le tester gratuitement. Tu as un lien qui double tes crédits gratuits en description de la vidéo, donc inscris-toi. Dis-moi comment tu fais justement pour gérer cette intention de recherche, pour gérer l'expérience utilisateur sur tes contenus en commentaire. Si tu as des questions, c'est aussi l'endroit où je pourrais te répondre. Donc laisse un commentaire, abonne-toi à la chaîne parce que je fais une vidéo par semaine et je te dis justement à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo.